Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Mali, le procès d'Amadou Aya Sanogo, ancien chef de la junte, se poursuit dans l'effervescence. Le tribunal de Sikasso est pris d'assaut par les médias. L'exclusivité de la couverture du procès réservée à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali fait des mécontents. Nous verrons pourquoi. Lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. Sur la période 2011-2015, 2,3 millions d'emplois auraient été créés. L'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement ont mis en place un partenariat afin d'accroître ces chiffres. L'association des forces armées nigériennes vainqueur de la Supercoupe du Niger, la SFAN a battu 1-0. L'association sportive de la douane ce 1er décembre, Diori Maïga Djibril a ouvert le score à la 31e minute. Une page de l'histoire de la Gambie se tourne. Le chef de l'État gambien Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, a reconnu sa défaite au scrutin présidentiel du 1er décembre 2016 face au candidat d'une coalition d'opposition, Adama Barrow. Selon les premiers résultats annoncés à la télévision par la commission électorale, sur les 577 683 bulletins comptés sous forme de billes versées par les électeurs à chaque candidat, M. Barrow l'emporterait avec 45,6% des voix, devant Yaya Jammeh à 36,7% et Mama Kandeh, ancien député du parti au pouvoir et candidat d'une nouvelle formation qui lui aurait obtenu 17,6%. Au Mali, le procès des 21 bérets rouges cristallise l'actualité du pays. Plusieurs médias assurent la couverture du procès. Cependant, ils ne sont autorisés à prendre ni images ni son du procès. Cette restriction n'est pas due au goût des journalistes venus de tout le Mali, mais aussi de l'étranger. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Commentaire Habib Faye. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo et de ses 16 co-accusés mobilise les foules. Plusieurs médias maliens et étrangers sont à Sikasso pour la couverture de l'événement. Plus d'une centaine de journalistes ont été accrédités. Si le public est autorisé à suivre le procès, il n'est cependant pas permis aux hommes de médias d'effectuer les enregistrements. L'exclusivité de la couverture du procès étant réservée à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, une mesure jugée discriminatoire. Le problème aujourd'hui, donner l'opportunité aux médias d'État seulement d'accéder à la salle avec les appareils qu'il faut ne font pas arranger le pays qui est en cette situation-là. Parce que ce procès n'est pas un procès pour le Mali seulement, c'est un procès d'envergure internationale. Donc il fallait laisser les hommes des médias faire bien leur travail. Ce procès est au-delà de ces petites considérations. Je suis sur ma faim sur le fait que le procureur, dans son réquisitoire, il a bien précisé que le rôle de la presse est important dans la distribution de la bonne information. Le RTM devait céder quelques images sur demande des médias. Pour certains confrères, les autorités en charge du procès doivent trouver des moyens de mieux aider les journalistes, toutes choses qui serviraient l'image du pays. Ça ne facilite pas le travail des hommes de médias dans la mesure où, je pense notamment à mes confrères de la radio qui ont besoin de son. Donc, et même pour la presse écrite aussi, quand on n'arrive pas à prendre des sons, souvent on rate des choses. Même en prenant note, on ne sont pas assez rapides. Donc on rate des choses et on court le risque de ne pas rendre fidèlement ce qui a été dit dans la salle. On a vu que du point de vue sécuritaire, on a mis le paquet quand même par ces temps d'insécurité qui courent dans le pays. Mais ces mesures sécuritaires ont plus qu'entravé le travail de bon nombre de journalistes dans la mesure où les gens ne pouvaient entrer dans la salle avec aucun appareil, donc déboussolé. C'est comme si vous envoyez un paysan dans son champ sans outils. Ce procès rappelle celui d'un autre général il y a 23 ans. En effet, en 1993 se tenait le procès de l'ex-chef d'État malien, le général Moussa Traoré. Un événement qui avait été retransmis sur les antennes de la chaîne publique. En Côte d'Ivoire, un cadre de collaboration est créé entre l'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement. L'État ivoirien compte par ailleurs renforcer les capacités des jeunes et leur procurer des emplois par le biais de mesures complémentaires. Habib Faye nous explique lesquelles. Sur la période 2011-2015, la Côte d'Ivoire a créé 2,3 millions d'emplois. Pour consolider ces résultats, un cadre de collaboration a été créé entre l'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement.
Ce cadre va permettre de rendre opérationnel et d'accroître la communication sur les réformes mises en œuvre dans le domaine de l'emploi. Il va aussi impliquer les chargés de communication des structures de mise en œuvre. Le gouvernement envisage la création de plus de 2 millions d'emplois sur les 5 années à venir. Beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui, nous avons une liste stabilisée de cabinets agréés qui est donc consultable à partir de notre site internet. Nous avons également mis en place un système d'information qui permet déjà de capter les recrutements qui sont opérés par ces agences. Les cabinets privés de placement sont déterminés à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans son programme de lutte contre le chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage s'établit à 26,5% au plan national et à 30,4% chez les 14 à 35 ans. Nous avons vu la volonté de l'agence emploi jeune de céder une partie de leurs activités aux cabinets privés. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place déjà une organisation professionnelle. Deuxièmement, de revoir avec l'agence emploi jeune les tests. Parce que les tests sont, à notre avis, un peu dépassés. Ce cadre a permis au gouvernement ivoirien d'établir une stratégie nationale de l'insertion des jeunes pour la période 2016-2020. Objectif, renforcer les capacités des jeunes et leur procurer des emplois. Au Mali, la conservation du patrimoine culturel est un combat quotidien. Sikasso, la deuxième ville la plus peuplée du Mali, abrite le centre Sénoufo pour assurer la survie de la culture. Sénoufo, un des plus importants peuples de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Explication de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Les Sénoufos sont un peuple à cheval entre le sud du Mali, le sud-ouest du Burkina et le nord de la Côte d'Ivoire. Connus pour être d'excellents cultivateurs dans la sous-région, ils sont aussi très présents sur le plan culturel. Ville du Balafon, de la Kora, du Djembé, Sikasso tente de sauver ce patrimoine à travers le centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture Sénoufo. Ce centre a pour vocation première la sauvegarde et la promotion de la culture Sénoufo. Ce musée a été créé par un missionnaire d'Afrique du nord du père Emilio Escudero, un Espagnol qui est venu ici dans les années 59, qui a passé pratiquement 53 ans ici. Alors il a appris à parler la langue Sénoufo. Et il a pénétré la culture Sénoufo, il a fini par découvrir que cette culture est très riche. Et malgré sa richesse, cette culture est en train de disparaître. Raison pour laquelle il a entrepris de lutter pour la sauvegarder et la promouvoir. Ce qui a abouti à la construction de ces centres qu'on appelle aussi musée Sénoufo. C'est un musée interculturel, interreligieux. Créé en 2005, le Centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture Sénoufo est une institution culturelle interreligieuse, fruit des recherches entamées depuis 50 ans. Le centre est géré par une association et comporte un musée avec des objets culturels Sénoufo, mais aussi Dogon, Waba ou de pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Si vous venez par exemple pour visiter les centres, ce que vous voyez, c'est qu'on vous dit, ça vous pousse à vous poser des questions sur vous-même, sur votre culture, sur la culture des autres, quelle que soit votre appartenance religieuse, votre ethnie, et vous vous posez la question de savoir toute cette tradition-là, est-ce que ça a rejeté en bloc ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'important là-dedans qu'il faut prendre? Le centre reçoit des visiteurs. Il organise également des conférences et festivités afin de promouvoir la culture africaine. Le centre dispose en plus du musée d'une bibliothèque avec des auteurs sur la culture malienne et africaine. Le musée dispose de plus de 1000 objets historiques répertoriés et d'une antenne dans la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Sport à présent, l'association des forces armées nigériennes ASFAN a remporté ce jeudi 1er décembre la Supercoupe du Niger en battant par la plus petite des marges 1-0 l'association sportive de la Douane. Le but de Diori Maïga Djibril à la 31e minute a concrétisé cette victoire. Reportage de Sadou Foualizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la Supercoupe de football a opposé ce jeudi 1er décembre l'association sportive des forces armées nigériennes et l'association sportive de la Douane. À l'entame du match, la ASFAN prend les rênes de la rencontre et impose son jeu devant une équipe de l'AS Douane apathique.
À la 31e minute, un centre en cordeau de Tonou Anani trouve Djibril Mega au second poteau, qui d'une feinte de frappe du pied droit élimine 3 défenseurs de l'AS Douane avant de battre du pied gauche le gardien Daouda Kassali, impuissant sur sa ligne. Pour moi, ce soir, mes meilleurs ne sont pas sur le terrain. Donc c'est pourquoi je dis c'est un match test. C'est vrai, en deuxième partie, on a mieux joué que la première. Peut-être il y avait des hésitations. Il y avait peut-être en face des joueurs qui sont arrivés juste pour jouer, comment on appelle-t-on, ce match. S'ils avaient pris, comme ils l'ont cru en deuxième partie, comment on appelle-t-on cette rencontre, peut-être on n'allait pas perdre 1-0. Les oranges et blancs maintiennent leur domination jusqu'à la mi-temps. À la reprise, la AS Douane reprend la partie à son compte et accentue une domination tout-terrain. Après une partie âprement disputée, ce sont les bérets verts des forces armées nigériennes qui l'emportent sur le score de 1-0. Ça n'a pas été facile du tout, parce qu'en premier mi-temps, c'était à notre avantage, certes, mais en deuxième mi-temps, il faut reconnaître aussi que l'adversaire était beaucoup plus engagé que nous. Bon, le fait qu'on a pu escorer dès la première mi-temps, nous avons aussi gardé, n'est-ce pas, comme l'année passée, quelques atouts que nous avions, et de pouvoir conserver un score aussi, parce qu'il faut être aussi, c'est l'état d'esprit, il faut être mentalement très fort, ce n'est pas facile. Bon, nous allons prendre les renseignements de ce match pour aborder, Inch'Allah, très bien le championnat. Ce match de la Supercoupe qui oppose chaque année le champion du Niger et le vainqueur de la Coupe nationale lance le début de la saison sportive avec la reprise du championnat le 3 décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.